Bienvenue sur Géopolitis. Y a-t-il un pilote dans l'avion, en d'autres termes, qui assure réellement et efficacement la gouvernance du monde? Qui joue le rôle d'arbitre international? Qui assure un leadership dans lequel les nations se reconnaîtraient enfin? Qui peut actuellement exiger, fût-ce par la force, qu'un conflit comme celui qui ensanglante la Syrie cesse enfin? La question ne porte pas, en tout cas pas exclusivement, sur des individus, hommes ou femmes. Elle porte sur le rôle et le fonctionnement des institutions nationales et internationales. Qui décide? Qui contrôle? Le Conseil de sécurité de l'ONU? Vraiment? Washington ou Moscou? Réellement? Les grands clubs politico-économiques comme le G8, le G9, le G10 ou le G20? Et s'il n'y a pas de pilote dans l'avion du monde, n'est-ce pas aussi de notre faute à nous, les passagers, qui n'avons pas choisi le bon professionnel? Alors, que fait-on après avoir posé ce constat d'un manque global de gouvernance sur la planète? C'est la question que pose cette édition de Géopolitis. La guerre en Syrie, eh bien, elle est entrée dans sa 5e année. C'est plus long que la Deuxième Guerre mondiale. Sur Terre, le nombre de réfugiés et de déplacés est de l'ordre de 60 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, du jamais vu depuis 1945. On est en 2016 et des guerres interminables se poursuivent au Soudan, aux alentours du Darfour, en République démocratique du Congo ou en République centrafricaine, avec des millions de morts depuis des décennies. Sur la planète, il y a encore près d'un terrien sur 4 qui n'a toujours pas l'électricité, pas de toilette digne de ce nom et pas non plus d'accès à l'Internet. Voilà quelques constats que l'on peut dresser alors que ce siècle n'en est qu'encore qu'à ses débuts. On en arrive à la question de fond. Qu'est-ce qu'il faut changer, éliminer ou reconstruire dans ce mode de gouvernance qui ne donne plus satisfaction? Changer les hommes ou les femmes, c'est difficile. Faire évoluer nos institutions et nos administrations, pourquoi pas, mais ce sera ardu. Dans le sujet qui suit, nous allons prendre 2 exemples d'institutions qui, quelles que soient les compétences des individus qui les animent, ne donnent pas pleinement satisfaction. Unies, les nations du même nom ne le sont pas toujours, ce qui ne serait ni nouveau ni potentiellement dangereux si cela ne devait pas bloquer le fonctionnement même de l'ONU. Premier exemple, le Conseil de sécurité, organisme fêtier, décisionnaire, qui a 70 ans d'âge et qui, sur le fond, refuse de se réformer avec ses 5 membres permanents dont la permanence ne se justifie pas, ou plus avec ce droit de veto reconnu et réservé à ces 5 grands et qui n'a plus guère de légitimité, avec ces résolutions, quand elles sont prises, quand elles ne sont pas bloquées, que les nations participantes n'appliquent du reste pas intégralement, c'est le moins que l'on puisse dire, avec son mode de fonctionnement trop bureaucratique qui décourage tous ces fonctionnaires internationaux pourtant motivés et toutes ces agences onusiennes qui ne demandent qu'à mieux fonctionner mais doivent parfois attendre que des décisions politiques soient prises, ou avec ce patron de l'ONU dont certains souhaiteraient qu'il ou elle soit plus général que secrétaire, disons plus autoritaire que consensuel, à la tête d'une machine devenue trop grosse, trop dépassée structurellement et trop souvent incapable de préserver ce qui est l'une de ses missions essentielles, le maintien de la paix. Le constat est amer, tant en ce qui concerne les dysfonctionnements de l'entité européenne elle-même, qu'en ce qui touche à la vocation, la finalité et l'existence de cette institution, elle aussi devenue démesurée, paralysée dans son fonctionnement, engluée dans de trop nombreuses crises qui lui valent des critiques appuyées et qui, en fin de compte, mettent en doute sa crédibilité et sa légitimité. Là encore, la machine est devenue trop grosse et les structures inadaptées. Plusieurs de ses membres vont jusqu'à se désolidariser de certaines de ses décisions au point de vouloir, c'est le cas des Britanniques, recourir au référendum sur la question d'un maintien ou d'une sortie de l'Union. De quelle Europe les Européens veulent-ils vraiment? Est-ce seulement une question de structure? Faut-il souhaiter une autre Europe plus fédérale? Ou va-t-on subrepticement vers un éclatement de cette structure européenne? En somme, quel avenir convient-il de réserver à cette Europe qui fonctionnait plutôt bien à 6, mais qui évolue plutôt mal à 28? L'invité de Géopolitis, Alexandra Gossens, vous êtes étudiante à IHED, l'Institut des hautes études internationales et du développement. Ici, à Genève, vous êtes doctorante en droit international.
vous êtes la plus jeune des invités de Géopolitis et c'est justement parce que vous représentez toute une fraction de la jeunesse étudiante qu'on veut avoir votre avis sur ce manque de gouvernance dont on parle sans arrêt. Mais qu'est-ce que vous, les jeunes, vous allez proposer? Alors d'abord, le constat. Vous êtes d'accord, vous, jeune génération, avec le fait que, franchement, il y a des dysfonctionnements pas possibles au niveau, je parle bien, de la gouvernance planétaire. Oui. Le constat, vous le faites, vous aussi. Vous n'avez pas besoin de nous. Non, c'est une évidence. C'est une évidence. On le voit même dans les mouvements de la jeunesse, Nuit debout, d'autres mouvements. C'est une évidence, en fait, que le système est remis en question et qu'il y a en fait une contestation, une force vraiment qui vient de dire mais en fait, ça ne nous convient pas tel que c'est actuellement. Il y a vraiment des dysfonctionnements. Alors, on dit que c'est toutes des structures d'après-guerre. En fait, c'est un peu ce timing qui vous change. Vous voudriez des structures qui ne reflètent pas seulement ce qui s'est passé il y a des décennies, quoi. Effectivement. Après, je pense que justement, le mouvement auquel on est en train d'assister maintenant, on est en train peut-être petit à petit de sortir de ce mouvement d'après-guerre avec chaque personne, petit à petit, qui commence vraiment à prendre l'initiative et qui peut-être finalement commence à créer quelque chose qui ne dépend plus ou moins de ces systèmes ou qui fonctionnent avec, mais qui n'est plus sous la pression vraiment de ces systèmes peut-être d'après-guerre et qui décident de créer le changement là où il est, dans leur communauté locale. Donc en fait, on repart de zéro. C'est-à-dire on n'essaie pas d'adapter pour la xème fois ou la énième fois des vieilles structures. On repart de zéro. C'est un peu ce que vous représentez ? Je sais Avec des idées nouvelles, vraiment ? Je ne sais pas si on repart de zéro. Je ne pense pas que c'est l'idée. Je pense qu'on part de la terre qui est celle qu'on a. Mais en fait, chaque personne où il se trouve, et certains ce sont dans les institutions, finalement prend plutôt la décision de renouveler ou d'utiliser ce qu'il y a, de faire ensemble avec pour créer quelque chose, en tout cas, de nouveau. Oui. Est-ce que cette masse critique, justement, d'idées nouvelles, elle va à un moment émerger et imposer peut-être ces nouveaux choix, ces nouvelles structures dont vous parlez? Est-ce que c'est à souhaiter d'abord? Eh ben, je pense qu'en tout cas, c'est déjà en train de se produire. Il y a une phrase de Gandhi qui dit un arbre qui tombe peut faire beaucoup de bruit, mais une forêt qui est en germination ne fait jamais de bruit. Donc, je pense que la forêt en germination, elle est déjà là, en fait. Là, c'est déjà là. Il y a énormément d'initiatives, il y a énormément en fait de mouvements qui sont en train de se produire, qui se développent. Et je pense que c'est déjà, d'une certaine manière, à la même mesure de toutes les choses difficiles qui sont en train de se passer, de devenir une masse critique, en fait, de plus en plus. Et je pense que ça attire de plus en plus d'attention. La nouvelle technologie aidant aussi. Il y a les deux aspects de la nouvelle technologie, mais je pense que ça peut aider. Rentrons un petit peu dans quelques exemples. Qu'est-ce qu'il faudrait dans ces nouvelles structures dont vous parlez? Quelques exemples. Alors, niveau international, national, régional, local. Alors par exemple, moi il y a un exemple que j'aime beaucoup qui est le mouvement de la ceinture verte qui a été créé par une femme kenyane qui est devenue prix Nobel de la paix, Wangari Maathai, et qui, en partant d'elle-même, son slogan c'était une personne, un arbre, et qui a permis, à partir d'une personne, en mobilisant petit à petit les femmes, en apportant aussi petit à petit, en travaillant ensemble, à partir d'une personne au départ, créer un mouvement qui a permis la plantation de plus de 30 millions d'arbres, de vraiment de la replantation. Donc, je pense que ça part d'une personne. Une impulsion qui marche. Oui, et c'est un effet ricochet. Oui. C'est un effet, pour moi, c'est un effet vraiment ricochet. D'abord de la personne dans son environnement local, et de plus en plus, et puis double effet ricochet, peut-être aussi d'une personne qui inspire une autre personne ailleurs à lancer quelque chose qui, petit à petit, se répercute aussi dans les institutions qui existent actuellement, l'éducation nationale, différentes... Est-ce qu'il faut que toutes ces initiatives, elles partent plutôt du très local plutôt que de partir du haut? Je pense qu'il faut les deux. Et du haut, c'est difficile. Du haut, c'est difficile. En même temps, c'est difficile. Mais en même temps, il y a quand même des gens qui veulent faire changer les choses, en tout cas qui agissent au quotidien. Il y a des gens qui agissent au quotidien, même dans ces structures-là. Donc, c'est pas, je pense pas du tout qu'il faille abandonner, mais je pense que surtout, il faut pas être passif ni distant par rapport à ce qui se passe et ne pas prendre ça comme excuse pour soi-même ne pas agir. Lutter contre une certaine forme de paralysie, d'accord, c'est bien de le dire, mais comment on le fait? Comment votre génération, elle peut s'appliquer à faire en sorte que maintenant on puisse mettre fin à des guerres comme en Syrie, puisqu'on en a parlé dans le sujet? Effectivement. Comment on fait? Je pense que
l'initiative, quelque part, finalement, sera laissée à chacun. Je sais que, par exemple, il y a vraiment des initiatives qui se mettent maintenant en place de personnes qui vraiment montent, par exemple, dans le contexte peut-être à Genève, alors qui montent leur boîte de consulting, vraiment des étudiants, hein, je parle de jeunes étudiants, hein, pour vraiment proposer des solutions novatrices. Il y a des organisations et des associations qui se montent pour vraiment apporter du soutien. Il y a des jeunes étudiants aussi qui vont directement faire du volontariat. Il y a des personnes qui mettent en place des campagnes. En fait, d'ailleurs, les nouveaux médias sont très intéressants là-dedans, Facebook, Twitter, etc. Et qui font, du coup, c'est promu. Ça atteint vraiment un beaucoup plus large éventail. Il y a aussi tout le financement participatif de projets, le financement participatif de films, qui vont ensuite toucher en fait beaucoup de monde. Donc, à l'initiative de chacun, selon ce que les personnes ont envie aussi eux-mêmes de réaliser. Et c'est la somme de toutes ces initiatives qui peut donner un vrai résultat, qui donne déjà. Mais vous le voyez peut-être que notre génération à nous, on ne le voit pas bien. Et je pense que ça revient vraiment à cette phrase. Vous allez prendre le pouvoir bientôt, heureusement. Non, mais heureusement d'ailleurs. Je pense que c'est pas justement une personne vraiment de prendre le pouvoir. Je pense que c'est vraiment agir ensemble. Je crois que c'est ça la clé. C'est vraiment les partenariats et de pouvoir vraiment agir ensemble. La force sera beaucoup plus grande en fait. Je pense que c'est déjà en train de se produire. Mais effectivement, c'est local. Donc, c'est pas forcément très médiatisé. C'est pas forcément très bruyant. C'est la forêt qui pousse. Mais à mon humble avis, de ce que j'observe dans le quotidien, et bien sûr, il y a des choses qui vont pas. Et bien sûr, ça continue. Mais j'observe, et déjà en partant de moi-même, en fait, la décision de vraiment agir au quotidien, de vraiment créer ce changement. Elle est prise. On vous sent passionné. Allez, dites-moi, on vous offre un poste international. Qu'est-ce que vous prenez maintenant ou dans quelques années? Qu'est-ce qui vous fait rêver comme poste international? Rêver, je sais pas, mais depuis petite, quand j'étais petite, je m'étais dit, j'aimerais bien être secrétaire générale des Nations Unies. Alors, on verra. Voilà. Mais vous pouvez vous présenter? Oui, on verra, ça se passe par les pays. Mais en tout cas, à quelque niveau que ce soit, jamais en fait vraiment je m'arrêterai de m'engager par rapport à faire vraiment avancer ces valeurs de l'être humain, quoi, humaniste vraiment. Très bien. Merci Alexandra Gosselin. Je rappelle que vous êtes la plus jeune des invités de Géopolitis. Vous êtes étudiante à IHEID, l'Institut des hautes études internationales et du développement, ici à Genève. Merci à vous. Merci beaucoup. Depuis 70 ans, nous vivons dans ce que nous appelons l'après-guerre, en faisant référence, bien évidemment, aux 7 décennies qui ont fait suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et de fait, de nombreuses structures de gouvernance, de multiples constitutions de par le monde et toute une série de modèles politiques et économiques datent encore, et c'est bien le problème, de ces années d'après-guerre. Pour autant, au-delà des structures mêmes de cette gouvernance ou non-gouvernance, il y a sûrement des systèmes de pensée, des mentalités que l'on peut faire évoluer, faute de quoi, raisonnent les plus pessimistes, le risque de guerre pourrait ressurgir. Guerre économique, guerre civile, guerre de voisinage, guerre limitée, mais guerre tout de même. Ce serait une nouvelle ère, celle de l'avant-guerre. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires sur ce déficit de gouvernance mondiale, des séquences vidéo, des références sur Internet, de l'infographie, notre séquence vue du passé, la possibilité de podcaster cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.